Logement et espace public. Donc, pour la création d'un ensemble urbain cohérent dans une logique de développement durable, on doit mettre en œuvre une mixité sociale, que ce soit au niveau des types d'habitat ou des espaces publics. Donc, pour assurer cette mixité sociale au niveau du logement, il faut assurer une mixité des types d'habitat. Il faut créer une diversité architecturale et des logements répondant aux différentes attentes en termes d'habitat. Pour assurer cette mixité sociale à travers les espaces publics, il faut assurer une diversité des espaces publics. Donc, des lieux d'animation au sein du quartier et qui va assurer un échange pour pouvoir assurer cet échange entre les habitants et donc à travers la création des espaces récréatifs, des aires de jeu pour les enfants. Donc là, on a un peu on a sélectionné des zones qui pourront être, qu'on va prévoir pour l'habitat, pour ajouter de l'habitat, mais un habitat différent, pour pouvoir assurer cette mixité sociale, et des zones qui vont être dédiées à des espaces publics. Donc ces espaces publics où on va aussi assurer cette mixité sociale. Là, on a relevé l'habitat qui est déjà existant pour pouvoir voir euh, les types d'habitats existants. Donc, on a de l'habitat intermédiaire, de l'habitat informel à ce niveau-là. Donc là, on doit aussi, pour l'habitat informel, prévoir de construire, mais de laisser un pourcentage de la parcelle dédié à, à- aux terres agricoles. Donc on a aussi des hôtels et des villas privées. Là, on est venu superposer ce qu'on a prévu avec ce qui est existant. Donc, et on peut notamment là, on peut constater que on a une mixité de logements, d'habitats, de types d'habitats créés, donc ce qui pourra assurer cette mixité sociale. Donc, tout ce qui a été ajouté, c'est l'habitat intermédiaire à un niveau, l'habitat collectif, et que ça soit économique ou social, ou habitat collectif tout court. Et avec les espaces publics qui viennent faire le lien entre ces habitats, entre ces logements. Donc, par exemple, on a prévu de créer des maisons individuelles, donc une maison individuelle à ce niveau-là, dans cette parcelle. Donc, on a un peu montré comment ils vont être la disposition de ces maisons. Donc, c'était toujours dans le but d'assurer la mixité sociale. Donc, il fallait créer cette diversité architecturale. Là, c'est un terrain qui est en haute altitude. Donc, et là, euh, on va avoir ces maisons individuelles en pente. Donc, il y aura des triplex, des duplex et des simplex. Donc, par exemple, là, ces maisons individuelles, on va sortir de, ce- de ce qui, de ce qui règne dans le site. On n'a que des complexes de logements, collec- de logements collectifs ou des habitations de villas. Donc aussi, on a prévu un habitat intermédiaire dans cette zone-là. Donc, on a prévu une déclinaison typologique. Donc, les typologies, donc là, à ce niveau, on a des villas isolées, en haute altitude. Donc, les typologies vont se déployer comme ceci, depuis les villas isolées jusqu'aux complexes d'habitation individuelle, passant par des habitations intermédiaires qu'on va venir créer. Et ce sont des logements en bande qu'on va essayer de décaler pour pouvoir assurer des logements, où il y a
le logement euh, en bas, il a un accès privé et l'autre logement, il a un autre accès. Donc pour assurer, donc ce décalage, il va pouvoir créer des espaces de transition et pour pouvoir laisser place à chaque accès, à chaque logement. Euh, chaque logement a un accès euh, privé. Aussi pour l'habitat collectif, donc là, on va créer un habitat collectif euh, qui est classique. Donc là, il y aura un habitat collectif économique, vu que voilà, la parcelle elle est bien loin de la mer, donc elle va être moins chère. Donc on pourra construire un habitat collectif économique qui va convenir à une classe un moyen moins faible que les autres. Et donc là, on a prévu un habitat collectif de studio et qui va être modulable pour les deux, donc pour cette problématique de saisonnalité. Donc en hiver, les studios vont fonctionner comme des studios pour les étudiants et donc en été, il pourra fonctionner comme un, un logement de vacances pour un couple, par exemple. Donc là, on a les espaces publics. Donc pour les espaces publics, ils représentent ces espaces de passage et de rassemblement qui sont à l'usage de tous. Donc on a prévu un peu la programmation de ces espaces publics, mais on a un peu essayé de les classifier. Pour les classifier, donc on a un peu relevé trois typologies d'espaces publics. Donc on a les espaces publics ouverts, tout ce qui est place. Là, on a un exemple qui est là. C'est l'intersection de deux grandes voies. Donc, on peut prévoir cette place qui va être le lien entre là, il y aura les maisons individuelles et le club med de l'autre côté. On pourra l'aménager, créer des cheminements, créer un élément central pour pouvoir marquer cette place. Et donc, on a aussi les espaces publics de transition. Donc, comme exemple, on a cet espace-là. C'est un espace de transition entre les villas, habitats intermédiaires, et les habitations individuelles qui sont du côté euh, du littoral. Donc, il va fonctionner comme espace de transition. Il sera en gradin et aménagé en fonction des gens qui habitent dans ce côté. Et aussi, on a cet espace de transition. C'est la promenade qui est au bord de l'Oued. Elle constitue aussi un espace de transition entre là, la ville de Martil et l'Oued, qui est vraiment donc il pourra être aménagé comme espace de promenade où les gens pourront exercer leur activité sportive. Merci. Le volet économique vient comme suite dans la série des aménagements qu'on avait prévus pour la zone de Cabo Negro. On s'est focalisé surtout sur 4 points. La première zone d'intervention, c'était la ligne de côte qui s'étendait de 2,2 km et qui a comme composante une ligne de corniche aménagée de 570 mètres, plusieurs villas isolées et une configuration importante de cordon dunaire. Notre deuxième zone d'intervention, c'était celle de Tétouan-Shore, qui s'étend dans une vase de 22 hectares et qui se compose d'une zone franche, englobant plusieurs entreprises, d'un marché public et d'un projet futur d'une grande surface économique qui est IKEA. Et puis nos deux dernières interventions ont touché le côté de la RN13 et surtout la zone là où se trouve le point de production et de vente de produits laitiers
qui s'étend dans une étendue de 9,5 hectares et le marché de poterie qui couvre une surface de 1,1 hectare. Et à noter que ces deux zones sont accompagnés de plusieurs aménagements d'équipements de base, comme une station d'essence, comme un restaurant, un motel, plusieurs mosquées, ainsi que plusieurs hameaux qui se développent aux alentours. Pour se pencher plus en détail, notre première intervention se focalisait sur la ligne de côte. C'est une intervention qui regroupe le volet économique ainsi que le volet environnemental et écologique, vu que l'un des problèmes majeurs dont la zone fait face, c'est la perte de la ligne de côte au long des années à cause de 1. La pression foncière qui s'applique du côté gauche et 2. La remontée des eaux de la mer à cause du réchauffement climatique. L'absence d'une loi qui détermine exactement les lignes de côte nous a mené à se retrouver avec plusieurs villas qui empiètent le sable, créant ainsi une obstruction dans le système de renouvellement du sable. Comment ça se passe? Normalement, le Wad al il rapporte des sédiments de la montagne et les dépose dans la mer, qui, elle, à son tour, les repousse vers le sable. Et puis, dans ce cas, les masses bâties, elles s'imposent comme un obstacle à cet écosystème. Et c'est de là qu'on a eu notre première idée d'intervention, qui portait sur le rasage de toute villa empiétant le sable. Cette idée a été suivie par la création d'une extension de la corniche du côté nord, la joignant avec la place publique et le parking, et de même du côté sud, afin de l'articuler avec la zone humide de l'Oued el qui sera servie comme une réserve naturelle. La corniche sera suivie d'une deuxième ligne qui alterne à la fois des cordons dunaires et des plateformes de restauration à air ouvert, avec des kiosques sur sable, des douches, des toilettes, des vestiaires publics, etc. Ces deux configurations, ils vont à la fois articuler la façade maritime avec le bord de la mer et aussi freiner la pression foncière qui s'applique sur les bords de la mer du côté de gauche, préservant ainsi la ligne de côte et l'écosystème retrouvera par conséquent son fonctionnement naturel. Comme référence, on pourra citer la côte de Dépane en Belgique. Comme deuxième intervention, on a envisagé la mise en place d'un complexe commercial adjacent à la zone franche de Tétouan-Shore. Ce dernier, unique dans la région du Grand Tétouan, viendra compléter les grands projets de tourisme et de divertissement de la zone de Cabo Negro, ce qui fait que c'est un projet conforme à la vocation de la zone et se situera à côté de la zone franche pour remplacer le petit marché qui est déjà prévu à être éliminé et se joindre au projet futur de la grande surface mobilière IKEA, notamment unique dans la région. Le projet se compose d'un grand centre commercial ainsi qu'une grande surface de marché, les deux localisés en profondeur afin de laisser place à une grande esplanade et une large zone de stationnement. Ce dernier est suivi ou bien est accompagné par une restructuration des cheminements agricoles des deux côtés afin de rendre son arrière plus accessible pour toute manœuvre de stockage et de livraison et l'ouvrir vers plusieurs raccourcis d'accès. À grande échelle, ce dernier il est accessible de manière égale par les deux vaisseaux principaux de la ville linéaire, qui sont la RN16 et la RN13, et qui sont notamment les deux artères vitales et agitées de la zone de Cabo Negro, et drainera des flux de tous les pôles du Grand Tétouan dans les deux saisons, animant ainsi le territoire étudié. Du côté de la RN13, on remarque déjà un petit regroupement de plusieurs unités de production, telles que l'usine de production laitier avec son point de vente, le marché de poterie, tous accompagnés de plusieurs équipements, tels qu'un restaurant, un motel, une station d'essence, et le tout, il est englobé par plusieurs hameaux ou bien villages. Et Et donc, notre idée d'intervention portait sur l'insertion de plusieurs centres de production agricole pour compléter l'unité de la production laitière, pour créer ainsi tout un îlot agricole, accompagné d'aménagements de stationnement, de maintenance et surtout de grands aménagements verts qui mettent en valeur l'identité verte du territoire et qui dissimulent l'aspect industriel des usines. Et donc, comme espace, on a pensé à insérer une usine de production des engrais, usine de production du matériel agricole, une métaillerie, plusieurs espaces verts, parking, un parking des machines agricoles,
une maintenance technique des tracteurs, des abattoirs, et puis des stockages de carburant et des silos et des granges des engrais. Le point fort de ce projet, c'est que cette zone d'activité se situe au cœur de la réserve agricole du Grand Tétouan, donc ce qui fait qu'on a donc une sorte de complémentarité de fonctions. La proximité des habitations rurales garantit plus de sécurité aux installations et cadre parfaitement avec la philosophie du développement durable, en créant de nouveaux offres d'emploi pour tous les résidents des hameaux voisins ainsi que des autres hameaux, renforçant la dynamique de mobilité linéaire. Les activités restent dans un périmètre d'isolement des villes et notamment ce complexe ou bien cette zone d'activité économique, elle soutient les entreprises locataires dispersées dans le tissu urbain et améliore la qualité de production agricole. Elle permet aussi à reconquérir les friches industrielles de la zone par la réhabilitation de toute usine délaissée et son utilisation pour une nouvelle fonction. D'une part, cette zone d'activité économique donne sur la RN16, ce qui la rend facilement accessible de tous les pôles du Grand Tétouan. Et d'autre part, on a procédé à une restructuration de tous les cheminements agricoles existants pour qu'ils deviennent des voies qui structurent notre nouveau quartier d'activité. Et enfin, comme dernière intervention, on a pensé à créer un complexe artisanal adjacent au quartier d'activité agricole. Ce dernier associe des locaux d'artisans ainsi que des pôles de formation. Il porte sur deux points majeurs, la restructuration et le développement du marché de poterie existant, ainsi que la mise en place d'un musée de poterie, un projet qui a été développé l'année dernière par notre collègue le BDNS dans la même zone étudiée. Ce complexe, en fait, il conserve la vocation économique du site et crée un dialogue entre les stratégies d'entreprise et les métiers humbles des artisans, et surtout fluidifie le marché de seconde main et le met en valeur dans un temps où le métier de l'artisan commence à être jeté aux oubliettes. La thématique de l'environnement, alors déjà, on préconise en fait la préservation de l'environnement et de l'écosystème, et cela à travers la création d'un parc. On pense aussi au désenclavement de la zone côtière, et cela à travers bien sûr le changement de la vocation du golfe. Et finalement, on a pensé à résoudre le problème de la saisonnalité, et cela bien sûr à travers la favorisation des activités sportives. Et donc, lors de cette présentation, on va parler des trois zones qui composent ce parc, donc la zone sportive, la zone agricole et la zone de loisirs. Donc, commençons d'abord par la zone sportive. Pour le plan programme, on a commencé par la préservation d'emplacements actuels du stade et la préconisation d'une séquence sportive dotant d'un ensemble d'aménagements extérieurs et d'équipements à vocation sportive. Pour la première zone, qui s'étale sur une surface de 700 mètres carrés, elle est dédiée pour espace enfant, où il y aura un aménagement d'une aire de jeu, une mise en place de balançoires, toboggans et stations de jeu, et un accès facile et rapide directement de la voie nationale. La deuxième zone de 450 mètres carrés est un espace pour jeunes, où l'aménagement d'un skatepark à côté des terrains existants. Elle aussi assure un accès facile et rapide directement de la voie nationale. Pour la troisième zone de 3500 mètres carrés, c'est le stade de Tétouan qui est actuellement en chantier. La quatrième zone de surface de 4000 mètres carrés est un espace réservé au sport urbain, musculation, rameur inversé, vélo fitness, elliptique. Elle est aussi dédiée pour des tables de ping-pong et des installations parkour. La zone numéro 5, elle est de 8000 mètres carrés. C'est un espace réservé au sport bruyant, où l'aménagement de circuits motocross et karting en plein air, ou 3000 mètres carrés pour le karting et 5000 mètres carrés pour le motocross, dans l'optique du développement de projets sportifs qu'a connu Mleliyin actuellement, quad, paintball, etc. La sixième zone, c'est un espace montagneux qui est réservé aux activités de camping, randonnée et escalade en Afin de mieux connecter l'ensemble, donc on a pensé à aménager des parcours de santé qui vont relier en fait l'ensemble de la séquence sportive
avec le parc, que ce soit le parc de loisirs ou le parc agricole, et avec l'ensemble des composantes de ce territoire. Donc, on va aménager deux chemins parallèles, piétons et cyclables. On va implanter de la végétation, bien sûr sans rompre la végétation, le paysage, pardon, le paysage existant. Donc, on va jouer sur les hauteurs, bien choisir les espèces. On va implanter du mobilier urbain, donc de l'éclairage public, des bancs, des poubelles. Et finalement, les différents chemins qu'on va créer, soi-disant parcours de santé, ils vont garantir l'accès aux différentes composantes de ce territoire. En même temps, ces chemins, ils passent à côté des stations de transport public dont on va parler par la suite. Et aussi, ça va nous permettre d'accéder directement, d'avoir un accès direct à la plage. Donc, un chemin qui va connecter en fait l'arrière-pays et la plage. Du coup, ça va désenclaver l'ensemble du site. Alors, passons maintenant au deuxième tronçon, donc le parc agricole. Et donc là, on a pensé à préserver les terrains agricoles, de structurer en fait ces différents terrains à travers la mise en l'amélioration, bien l'entretien des chemins pour rendre ces espaces des espaces publics. Et en même temps, on va protéger les terrains agricoles existants en mettant en place des limites qui vont déterminer et définir le public du privé, en même temps garder une sorte de transparence. Les chemins qu'on prévoit, ce sont des chemins qui vont suivre le tracé existant du site, comme ça on garde la mémoire du lieu. Alors, par la suite, l'espace qui est un peu plus ou moins enclavé qui se trouve entre les maisons côté nord, à gauche de la RN16. Alors là, on a pensé à mettre en place un projet qui est un peu différent, parce qu'on a remarqué qu'il y avait plus de terres agricoles à ce moment-là. Et donc, on a pensé à mettre en place une pépinière. Donc, ça va nous permettre de produire et pourquoi pas même exposer des espèces végétaux qui sont un peu exotiques. Et c'est très intéressant vu ça va marcher vu la hauteur du site qui permet d'avoir une sorte de l'altitude du site partant qui permet d'avoir une sorte un accès à une bonne aération, un bon ensoleillement. En même temps, ça va nous permettre d'animer un peu plus cette zone, de la désenclaver et de limiter en fait le développement et l'urbanisation qui peut se faire au détriment de l'environnement. Alors, finalement, pour le dernier tronçon de ce parc, alors là, on a pensé à créer, déjà à revoir en fait la vocation du golf. Donc, on va passer maintenant on va le transformer en un parc soi-disant de loisirs. Donc, ça sera un espace de détente, de rencontre, et en même temps intégrer aussi la partie humide, la zone humide qui est tout en bas, le long de Oued Malah. Donc, on va aménager un espace de pique-nique. Ces aménagements, ils vont nous permettre d'attirer plus de gens et de désenclaver en fait toute la zone de Capo Negro, de créer des accès directs vers la plage et de ne plus avoir vraiment cette bande un peu, cette sensation d'un espace privé, mais par contre, ce sera un espace ouvert au public. En même temps, on va garder ce calme que les habitants ils cherchent euh, en venant à s'installer. En ce qui concerne la thématique de mobilité, il faut noter que notre territoire fonctionne et fonctionnera encore mieux comme une ville linéaire avec la présence d'infrastructures aussi linéaires qui liera entre les différents composants de cette ville. Mais la question est, pourquoi le tramway et non pas un autre moyen de transport? Incontournable, le tramway est un moyen de transport écologique à la fois moderne et durable. Dans un monde où les ressources naturelles se raréfient, où les préoccupations environnementales sont grandissantes, il respecte l'environnement, consomme peu d'énergie, une énergie propre et potentiellement renouvelable. Avec 50 arrêts sur les 50 km du littoral parcourus en 2 heures, la ligne sera la plus longue ligne de tramway de l'Afrique.
La ligne L1 parcourt la côte méditerranéenne en parcourant les villes et zones importantes du territoire, Tétouan, Mdik, Marina et Fnidq. La ligne ne s'écarte de la RN13 que pour desservir Martil et Cabo Negro avec la L2. Celle-ci est édifiée sur la digue et donne une vue imprenable sur l'océan. En addition des 2 lignes de tram, et afin de rendre le territoire encore plus accessible, on a créé 2 lignes de bus de manière à intégrer l'arrière-pays. On note que les stations de taxi sont programmées sous forme d'esplanade avec des parkings sous-sol qui vont servir aux différents équipements programmés dans le territoire. Le schéma suivant explique de façon détaillée les différents arrêts dans le territoire de Oued el-Maleh avec les correspondances pour faciliter la circulation. Notre réseau, ou bien la ligne L1 plus précisément, commence à Tétouan avec la station La Wilaya en passant par Mohamed Liazadi pour enfin arriver à la correspondance qui est Marjan ou bien Jawharat Tétouan. Cette fois-ci commence la ligne L2. Elle passe par la zone industrielle, lotissement Kultoum, lotissement Essaada, station Lalla Asma, Nour, ensuite Oued el-Maleh, la perle de Cabo, et puis Mirador, où se trouve la correspondance avec la station de taxi déjà mentionnée, l'Esplanade. Puis Tétouan Shore pour enfin finir dans la station de correspondance Kolenar. À son tour, la ligne L1 continue de Marjan vers les Oies, El-Rahma, station El Campo, qui aussi forme la correspondance avec les lignes de bus L2 et L1, ensuite N13, et puis enfin pour arriver à la station de correspondance Zaid Moussa. Celle-ci continue vers Mediaq, Marina et enfin Fnedaq.